Nous avons enfin de l'essence. Eh bien écoutez, on va pouvoir avancer également dans votre émission Les Experts. N'hésitez pas, vous faites le 02 62 566 566. Vous avez une question, on aura le plaisir d'y répondre en compagnie de Maître Morel. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite après le générique. Des fois, je fais des phases qui sont assez drôles. À tout de suite, à tout de suite. Bref, Maître Morel, Jean-Jacques, comment allez-vous? Ça va très bien, et vous-même? Bah écoutez, moi ça va très très bien, impeccable. Votre voiture se porte bien? On a du carburant, donc ça va mieux. Bah écoutez, ça va être la première question avant bien sûr que le standard explose. Alors, par rapport à cette grève, alors compréhensible ou pas, on a quand même été victime non pas d'un raz-de-marée, mais par contre d'une sécheresse totale dans les réservoirs. Alors la question est la suivante. Je n'ai pu me rendre à mon travail pendant 3 jours ou 2 parce que mon réservoir, lui, était vide. Mon patron, lui, est-il amené à pouvoir me régler ces jours où je n'étais point présent à cause de cette grève ou pas? Ou y a-t-il une façon également de pouvoir faire valoir ses droits s'il y en a? C'est juste la question qu'on vous pose. J'ai pas pu me rendre à mon travail à cause de cette grève. Les jours perdus sont-ils réellement perdus ou pas? Alors la réponse est claire. À partir du moment où le salarié ne se rend pas à son travail, la journée donc de travail est perdue pour l'entreprise et le patron est en droit de ne pas régler le salaire correspondant. Sauf si bien sûr il vous fait une fleur. Oui. Il y a quand même des patrons qui sont fleuristes, oui, mais s'il n'est pas fleuriste. Mais j'allais dire surtout s'ils sont pas poche cousue. Oui, c'est ça aussi. S'ils sont un petit peu généreux, ça pique. donc peut-être pas 3 jours, mais ils peuvent dire bon, t'es pas venu 3 jours, je te fais cadeau d'une journée et demie, et une journée et demie, tu les prends par exemple sur tes congés. C'est une possibilité aussi. On vient pas une journée de dire c'est imputé sur les congés payés, comme ça le salarié il est rémunéré, mais ça ne préjudicie pas à l'entreprise. Mais la règle, elle est là évidemment, dès lors qu'il n'y a pas un congé de maladie avec un certificat médical. Quel que soit le motif, que ce soit un bouchon, pas de carburant ou que sais-je, le salaire, il n'est pas payé par l'employeur. D'accord. Puis alors bien sûr, là on parle des petites entreprises, des patrons d'entreprise. Alors là, c'est carrément, pour eux, ça a été une catastrophe également. Voilà. Bon, c'est ce qui peut également nous arriver. Bon, ils ont gagné de l'argent. Beaucoup de Réunionnaises et de Réunionnais qui ont un petit boulot, qui sont à leur compte. Ils ont perdu de l'argent. Oui, c'est ça. Ouais, une quarantaine de personnes ou 50 personnes qui ont pu mobiliser en effet cette île pour pouvoir gagner une certaine somme. C'est vrai que ça passe bien, c'est très plaisant. Puis tant pis pour ceux qui l'ont perdu. Voilà, chapeau bas quand même. Enfin bon, voilà, chacun a le droit de s'exprimer. Mais bon, la petite question était quand même importante et à savoir, donc on l'a dans le baba. On continue bien sûr au standard. C'est vous qui posez les questions et Maître Morel qui aura le plaisir bien sûr d'y répondre. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, bonsoir Maître Morel. Bonsoir. Voilà, comme j'habite sur un terrain n'est pas divisé, est-ce que c'est normal que j'ai pas eu, c'est moi seul qui paye la taxe foncière, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris, monsieur. Vous habitez sur un terrain? Un terrain bien de fond, qui n'est pas divisé. Qui n'est pas viabilisé. Divisé. Qui n'est pas divisé. Oui. D'accord. C'est-à-dire que c'est l'héritage des parents, mais on n'a pas coupé encore. Non. D'accord. Oui. Mes parents sont décédés. D'accord. Et donc, c'est moi seul qui paye la taxe foncière. Est-ce que c'est normal? En plus, mais combien il y a d'héritiers, monsieur? Il y a, moi, ça fait 5 héritiers, alors, moi ensemble, alors. Et qui ça, ils vivent sur le terrain? Ben, c'est-à-dire, c'est moi qui habite sur le terrain. Et comme je dois déménager aussi... Alors, en principe, les 5 héritiers, les tenus pour la taxe foncière. Et en principe, si vous payez la totalité, on a un recours sur 1/5 contre chaque héritier que n'a pas payé qui doit rembourser à vous. Ça, c'est pour la taxe foncière. En revanche, pour la taxe d'habitation, si c'est eux qui vivent sur le terrain, c'est eux qui doivent payer. Comme j'habite en ville. Oui, mais vous savez, la loi ne distingue pas que votre maison soit une belle villa avec piscine ou que ce soit une petite case sous tôle. La taxe d'habitation, en principe, est due. Mais pour la taxe foncière, vous pouvez avoir, le jour où on va partager, gardez bien les preuves de l'impôt foncier. Et le jour où le notaire partage, vous aurez un crédit par rapport à vos frères et sœurs. Vous me suivez là?
C'est-à-dire, si vous rachetez leur part, on va déduire les sommes que vous avez avancées pour leur compte. Est-ce que je peux faire une demande de dégrèvement À mon avis, non. Les impôts n'accepteront pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir le percepteur en disant, monsieur le percepteur, je ne suis pas seul, j'ai 4 frères et sœurs. Voilà leur adresse. Soyez gentil de me demander que 1/5 de la taxe parce que je ne suis pas riche et demandez-leur le surplus. Et le percepteur, s'il est chic, il peut faire la procédure. Sauf que si vos frères et sœurs n'ont pas les moyens de payer, les impôts risquent à nouveau de venir vous réclamer la somme. Réclamer la somme? Ah ben oui, puisque vous êtes identifié, apparemment vous êtes solvable, vous êtes un bon payeur, vous réglez. Oui. Ben, enfin, faites la démarche aux impôts quand même, essayez, tentez le coup. Même que je déménage. Oui, mais même si vous déménagez, vous restez néanmoins propriétaire de la terre. Donc la taxe foncière, c'est pas lié au fait que vous habitez sur votre terre ou pas, c'est lié au fait que vous êtes propriétaire. Suivez-moi ou là? Oui, d'accord. Bon. D'accord, ok. Voilà, monsieur. Bonsoir, monsieur. Il n'y a pas de problème. Très bonne soirée. Merci de votre appel. On continue toujours au standard au 02 62 566 566. C'est votre émission, c'est les experts. Bonsoir, on vous écoute. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Et écoutez, allez-y, vous êtes en direct. Voilà, suite d'un servitude de passage, là, avec le voisin, on a été, on peut dire ça, là. Donc, on a perdu. Attendez, est-ce que vous pouvez reprendre depuis le début, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas très bien compris. Suite d'un procès avec le voisin pour la servitude de passage. Ok. Pour la servitude de passage, hein? Oui. Oui, d'accord. On a perdu, donc comme lui, il est arrivé après nous, et il y avait le chemin pour la servitude de passage. Hein. Lui, il est passé avec son tractopelle, le camion et tout pour construire la maison. Donc, il a construit la maison longtemps après nous. Et donc, là, il est resté là au moins 5 à 10 ans, là, il était là. Un jour, il nous a poussé en procès. Bon, comme on avait un mur, on a cassé le mur. Il disait que notre mur était dans la boîte. Il nous a poussé au tribunal. On a perdu. Bon, maintenant, on est quitte à payer la DSR. 4 000 €. Plus on a démoli le mur. On ne sait pas comment on faudrait faire pour recommencer le mur. Et donc, comme on est ça, on a demandé de payer un petit peu par petit peu tous les mois. Donc, on a commencé à payer l'année dernière. On a donné 50 € parce qu'on ne peut pas donner plus. Ce matin, on reçoit un courrier en disant qu'il faut payer 380 €. On nous donne jusqu'au 31 décembre 2015 pour payer ce qui reste là. Sinon, l'affaire repart au tribunal. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors, madame, situation un peu compliquée. Eh oui, c'est compliqué. Il y a deux volets. La partie droit de passage mur, il y a eu un procès, vous avez perdu. Donc, oui, on a cassé le mur. Vous n'avez pas essayé de faire appel? Pas refait encore. Non, mais il y a un procès avec un jugement, vous avez perdu. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus si vous voulez bien. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais la justice a été rendue et un jugement a dit que vous aviez tort et que vous deviez donc vous mettre en conformité avec le jugement et payer 4 000 €. Oui, maintenant, on doit payer 4 000 francs. La question qui se pose, par contre, là où je peux essayer de vous aider, c'est que vous me dites que vous êtes malheureuse et que vous ne pouvez pas payer plus de 50 € par mois à l'huissier. C'est bien ça? Voilà, on a déjà commencé à payer depuis l'année dernière. Alors, ça veut dire que vous êtes de bonne foi déjà. Oui. Donc moi, si j'étais vous, je referais une démarche auprès de l'huissier. Parce que les huissiers sont souvent des gens très humains, d'accord, très gentils, contrairement à leur réputation. Et quand vous êtes pauvre, ils voient bien que vous êtes pauvre. Donc il faut retourner voir l'huissier, vous montrer quels sont vos revenus. D'accord? On a déjà donné le papier d'impôt. Madame, vous me demandez un conseil. Oui. Je vous dis ce qu'il faut faire. Peu importe que ça a déjà été fait. Peut-être que c'est un clerc ou un collaborateur qui vous a reçu, c'est peut-être pas l'huissier lui-même. Demandez un rendez-vous à l'huissier. D'accord? Et voilà, vous dites que vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas payer plus de 50 € par mois.
que vous êtes de bonne foi. La preuve, c'est que vous avez commencé depuis l'année dernière à régler, d'accord? Mais on ne peut pas payer plus que 50 €. Ou ça pas quand même, on ne peut pas arrêter de donner manger aux enfants, on peut payer une dette aux voisins. Donc là-dessus, tout le monde est d'accord, et je pense que ça devrait marcher. Maintenant, hein, si ça ne marche pas, deuxième possibilité, vous allez à Liédom, près de dans la rue de Paris, là, près du monument aux morts, là. La rue de Paris, si c'est à Saint-Denis, hein. Bon. Vous allez à Liédom, Institut d'émission des départements d'outre-mer, et vous tirez ce qui s'appelle un dossier de surendettement. D'accord? Et parce que vous avez peut-être d'autres dettes, mais rien qu'avec ça, comme vous avez des petits revenus, vous êtes surendetté. Et là, ça va bloquer les poursuites. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut dire à l'huissier. Soit le créancier, le voisin, lui accepte 50 € par mois, soit vous déposez un dossier de surendettement, ce qui va bloquer toutes les poursuites, et l'huissier ne pourra plus vous saisir. Et le surendettement... Je sais pas si l'impression, quoi, ils vont venir saisir les meubles, la voiture. Non, mais le surendettement, ça bloque toutes les saisies. Et vous pouvez faire un plan pour étaler vos dettes sur 5 ans, maximum. Donc faites comme ça. Négociation avec l'huissier dans un premier temps. Oui. Et si ça ne fonctionne pas, plan de surendettement des particuliers. D'accord. Ben, merci beaucoup, monsieur. Voilà. Je vous en prie, madame. Bon courage. C'était un conseil offert par les experts et dit par Maître Morel. Bonsoir. On continue toujours au standard. On ira tout à l'heure sur le point s'il y a un petit temps mort sur Liédom, justement, parce que ça peut peut-être aussi toucher quelques personnes et peut-être aussi leur donner un petit conseil entre-temps. Mais pour l'instant, eh bien, le standard est toujours en activité. Eh bien, on y va. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je voudrais poser une petite question à Maître Morel, s'il vous plaît. Mais dites donc, allez-y. Allô? Oui, allez-y, posez la question. Je vous écoute. Je voudrais poser une question à Maître Morel, là, hein? Oui. Quand on a 76 ans, sur la taxe foncière, Oui. est-ce qu'il faudrait ou seulement à la perception ou bien ça il tombe d'office? Ah, la taxe foncière, monsieur, qu'on a 76 ans, Oui. ou 86 ans, ou même 106 ans, vous payez toujours la taxe foncière. Il n'y a pas de dégrèvement. Si vous êtes propriétaire d'un bien, quel que soit votre âge, il faut payer. Je dis bien la taxe foncière. Hein. Qui dit propriétaire d'un bien immobilier, dit taxe foncière. Ah bon, mais par exemple, on a une petite case Tommy et on a 76 ans. Oui, mais est-ce qu'on est propriétaire du fond, du terrain? Exactement, oui, monsieur. Eh oui, ben voilà. Donc, monsieur, la valeur, peut-être la case, il ne vaut pas grand-chose, c'est une petite case, comme on dit vous-même. Ah bon. Mais la terre a de la valeur, ça. Et donc, l'État, l'État... Non, c'est une question, mais vous voulez savoir. Oui, voilà. Par contre, est-ce que vous avez des enfants, parce qu'il y a monsieur? des personnes, ils disent que... il y a des personnes qui disent à moi qu'à 76 ans, on paye plus de taxe foncière. C'est pas vrai. Si on a une petite case. Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous avez des enfants, monsieur? Non. D'accord. Qui va hériter de la terre? Pardon? Qui va hériter de votre terrain? Ce sera qui à qui vous allez donner ce morceau de terrain? C'est une nièce, c'est qui? La personne qui va soigner moi jusqu'à maman. Bon, alors cette personne-là, par contre, vous pouvez lui dire, moi, je te laisse le terrain, mais tu m'aides à payer la taxe. Vous me suivez, là? Cette personne qui vous soigne. Vous êtes toujours là? Bon, mais d'accord, merci, monsieur. Bon, bah écoutez, je crois que vous avez répondu à la question. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Allez, au revoir, voilà, au revoir. Il faut quand même payer. Oui, l'âge, il n'y a pas style une réduction comme on peut trouver des fois dans des restaurants, parce que c'est la fête des grands-mères. Alors, vous avez été l'âge, on vous fait tant de pourcentage. 76 ans, on fait 76% de réduction. L'État français est intraitable, il est particulièrement vorace. Oui. Dès qu'il peut se servir en taxes, en impôts, c'est pas vrai. Il ne se gêne pas. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, ça existe. Oh, c'est pas vrai. Bon, bah écoutez, là, on est d'accord. Oui, on est vraiment d'accord. Autre personne au standard, 02 62 566 566, c'est le numéro que vous avez fait. On vous écoute. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir.
Oui, excusez-moi de vous déranger. En fait, je vous appelais pour un problème de location. Oui. En fait, voilà, je suis entrée dans un nouveau logement en date du 10 février. D'accord. Donc, c'est un logement qu'on avait visité depuis le mois de janvier. Donc, fait que j'ai déposé déjà mon préavis de l'ancien logement, j'ai dû entrer dans les lieux le 10 février. D'accord. Donc, avec le propriétaire, on a payé la caution et le mois de loyer au prorata. Ce qui se passe, c'est une maison neuve. Donc, il y avait encore des travaux qui étaient en cours. D'accord. Le propriétaire nous a garanti que fin février, tous les travaux auraient été bouclés. D'accord. Donc, pour cause, il n'a pas fait d'état des lieux d'entrée, vu que la cuisine n'était pas aménagée. Il y avait des petits soucis à droite, à gauche. Il m'a dit que, bon, un état des lieux ne servait à rien, vu qu'il allait tout aménager courant février. Donc, nous, on lui a fait confiance, on a bien tout payé, il nous a donné notre reçu. Ce qui se passe, c'est arrivé fin février, rien n'a été fait. Donc, moi, je lui ai demandé un dégrèvement de mon loyer, parce que le loyer est quand même conséquent, est de 1 000 €. Ah oui. Sachant que pendant une semaine, on est resté sans courant, vu qu'il y a eu un court-circuit dans sa boîte électrique. Là, 3 électriciens sont intervenus. Et effectivement, ils ont vu qu'il y avait un gros souci électrique, qu'il fallait tout refaire. Parce qu'en fait, c'est une dalle chez lui. Et ils lui ont dit qu'il n'allait pas casser sa maison, mais qu'il fallait le faire en apparent. Donc lui, il est intervenu ce samedi, mais il a un peu bâclé le travail, vu que quand il a fait, j'ai pu avoir le courant dans une partie de la maison, et dans une partie, je n'ai toujours pas. Là, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la cour, tout est au point du chantier, la cuisine n'est pas aménagée, rien n'a été fait. Il me dit qu'il n'a plus d'argent pour continuer. Ah. Donc, quelle est ma position? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, madame, première question. Est-ce que dans le bail que vous avez signé, c'est décrit tout ce qui devait être fait, qui n'a pas été fait? Par exemple, vous me dites cuisine aménagée. Est-ce que le bail stipule bien que la cuisine est aménagée? Oui, le bail dit qu'il y a une cuisine américaine. Bon, très bien. Et son annonce qui figure encore sur très le bien. bon coin. Mais gardez bien l'annonce. Alors, aussi. Deuxième question. Capture d'écran pour l'annonce. Donc très bien, gardez l'annonce, gardez bien le bail avec les précisions. Est-ce que vous avez adressé un courrier recommandé à votre propriétaire? Oui. Est-ce que vous l'avez fait ça? Non, là en fin de compte, quand je l'ai vu ce samedi, moi je lui avais fait un courrier parce que je lui ai dit que je ne peux pas rester dans des conditions comme ça et je voulais partir. Donc je lui ai dit, bon suite à ça, j'aimerais mettre un terme au bail parce que comme il m'a carrément dit qu'il ne pourra pas continuer les travaux, c'est inutile. D'accord. Là, il n'a pas voulu signer le courrier, rien du tout. Madame, vous savez qu'à la Poste prévoit ce qui s'appelle des recommandés avec accusé de réception. Oui. C'est précisément fait pour ça. Oui. Il faut faire une lettre en le mettant en demeure de réaliser les travaux du jardin, de la cuisine, bref, tout ce que vous m'avez expliqué, en disant que la maison louée n'est pas conforme à ce qui a été donné à bail, qu'il n'y a pas eu d'électricité pendant une semaine, bref, vous énumérez tout. D'accord. Et vous le mettez en demeure de réaliser tous ces travaux dans le délai de, par exemple, 8 jours. D'accord. Ou 15 jours. Vous lui donnez un petit délai, un délai court. D'accord. Et vous lui dites qu'au terme de ces 15 jours, par exemple, si les travaux ne sont pas réalisés en conformité avec le bail, c'est-à-dire en conformité avec ce que vous étiez en droit d'attendre, eh bien, vous quitterez sans préavis. D'accord. Voilà ce que je vous conseille de faire. Oui. Si il vous dit, OK, bon, j'ai plus d'argent, il vous répond et il vous laisse partir, je pense qu'il faudrait, en rester là. Bon, éventuellement négocier avec lui une diminution du loyer au prorata, mais ça ne sera pas facile. J'ai tendance à dire, si un accord se fait, il faut en rester là. Par contre, si vous voyez qu'il ne vous répond pas, ou qu'il exige un préavis, moi je vous conseille de faire un constat d'huissier pour faire photographier l'état actuel de la maison. C'est-à-dire cuisine pas faite, jardin encore en chantier, etc. etc. parce qu'il risque de vous faire un procès. Donc un constat d'huissier. C'est très dangereux parce que l'électricien est passé, les prises, il n'y a pas de cash devant. C'est pour ça j'ai des enfants, donc. Gardez bien, demandez un témoignage écrit à l'électricien. J'ai constaté que les prises, il n'y a pas de cash, que les fils sont à nu, etc. Et je vous dis, s'il n'y a pas d'accord, faites un constat d'huissier, parce que ce monsieur qui est manifestement de mauvaise foi, il risque de vous faire un procès. D'accord. Mais tentez d'abord de faire une mise en demeure en recommandé. En disant, monsieur, respectez vos obligations sur tel et tel point.
D'accord. Mais moi, je suis quand même tenue de lui payer mon loyer plein Alors, pot. vous êtes tenu de payer le loyer, sauf si vous saisissez le tribunal, mais c'est assez lourd comme procédure, Oui. pour vous faire autoriser à consigner le loyer sur un compte spécial. Mais si vous voulez partir, ça n'a pas d'intérêt. Vous voyez? Oui, oui. Si vous voulez partir, vous le mettez en demeure de faire les travaux, à défaut de quoi vous partez sans préavis. D'accord. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Parce que c'est quand même important, parce que moi, j'ai été voir au niveau de l'assurance. Bon, la maison est assurée, mais au niveau de la porte d'entrée, on m'a demandé si c'était une porte à serrure à 3 points. C'est important pour les assurances. Bien sûr. J'ai pas une serrure à 3 points. Ce qui va vous étonner, c'est que la porte ne se ferme pas. Même la Est-ce clé que tourne dans le votre vide. bail prévoit une serrure 3 points? Oui, oui. Ah, Et ben il m'a voilà. dit, quand on est entré, qu'il allait changer dans la semaine. Et depuis, écoutez, moi, je me retrouve avec une porte cassée, les vitres sont pétées, là, il pleut. J'ai la pluie qui rentre partout dans la maison. Prenez des photos, madame. Prenez des photos et dans votre courrier recommandé, prenez les photos de tout ce qui ne va pas et vous joignez les photos à votre courrier, la serrure 3 points, la cuisine, etc. D'accord. Et est-ce qu'il est utile quand même de faire un état des lieux avec l'huissier? Alors, si le constat d'huissier, c'est si vraiment il n'y a pas d'accord. Une fois que vous avez fait votre recommandé, vous lui donnez par exemple 8 jours pour se mettre en conformité. S'il ne le fait pas, s'il ne vous répond pas, faites le constat d'huissier. S'il se rapproche de vous et qu'il vous redit ce qu'il vous a expliqué verbalement, à savoir qu'il n'a plus d'argent pour terminer, à ce moment-là, vous signez un accord, départ anticipé par exemple au 15 mars. Bon, vous vous mettez d'accord sur un loyer réduit, puisque l'appartement n'a pas la même valeur, et vous quittez les lieux sans faire le constat. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'accord, qu'il ne répond pas, c'est toujours quelqu'un qui ne répond pas, c'est que généralement il n'est pas clair. À ce moment-là, faites faire le constat. D'accord. Bon, on va essayer comme ça. Voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas à rappeler pour nous donner des nouvelles, ou pour pouvoir en effet dire, voilà, ça a évolué comme ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. En tout Bonsoir, cas. madame. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Maître Morel, quand on envoie une lettre recommandée avec accusé de réception, la personne qui est amenée à pouvoir prendre ce courrier refuse totalement. Est-ce que ça lui donne le droit du style « Ah, mais je ne savais pas qu'on m'avait envoyé ça ?» ou la lettre vraiment fait foi en disant « C'est de votre faute si vous n'avez pas été la chercher au bout de 15 jours » ou quelque chose comme ça? Mais la lettre fait foi, parce que justement l'intérêt du recommandé, c'est qu'on vous avise qu'il y a un pli important qui arrive. Le facteur vient vous voir, comme vous savez, et si vous refusez de prendre le recommandé, le facteur il va le noter. D'accord. Alors si le facteur... Et si il ne vous trouve pas, il laisse l'avis et que vous ne venez pas récupérer, le résultat est le même pour le tribunal. On vous a écrit, vous avez été avisé par la poste qu'il y a un pli important qui est arrivé, quand vous écrit en recommandé, c'est pas pour vous dire qu'il y a des soldes dans le magasin d'à côté. Non. Mais bon, généralement, c'est une nouvelle qui n'est pas très bonne, généralement. Donc, c'est important de répondre. Et donc, le juge va dire, monsieur, vous retirez même pas vos recommandés, vous êtes de mauvaise foi. D'accord. Et souvent, ce qu'on fait, c'est on envoie la lettre en recommandé et puis également aussi en lettre simple. On peut très bien faire les deux. Voilà. Sachant que ce qui fait foi, c'est le recommandé. C'est le recommandé, mais parce que la lettre simple, il pourra toujours dire il n'y a pas reçu. Il n'y a pas reçu. Par contre, recommandé, voilà. Donc c'est important. Voilà. C'est très important. C'est la petite astuce, c'est le petit conseil de Maître Morel. On continue toujours au standard 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Allô? Bonsoir, allô? Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre question, s'il vous plaît. Pour Maître Morel, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Sur le plateau. Merci. Bonsoir. Alors, je voudrais juste une petite question. Alors, en fin de compte, moi, j'ai mes parents qui sont décédés en fin de compte. Mais ça fait déjà, en fin de compte, on est plusieurs héritiers, en fin de compte. Allô? Oui, on vous entend. On est plusieurs héritiers, mais en fin de compte, on n'a pas payé, en fin de compte, l'acte d'essai. Je veux savoir comment ça va se passer en fin de compte. Vous n'avez pas payé quoi? J'ai pas compris. L'acte d'essai en fin de compte. En fait, quand ma mère était décédée en fin de compte, elle n'a pas eu le temps de faire le partage du terrain. D'accord. Est-ce que vous avez un notaire, monsieur? Non, pas vraiment. Mais il va falloir prendre un notaire là, parce que tout ce qui dit partage successoral, ça passe par un notaire, qui est le seul compétent en matière immobilière. Donc là, vous aviez... votre maman est partie avant, c'est ça? Oui, elle est partie avant. Ouais, bon, et votre papa? Donc là, il faut faire la succession des deux. La succession de maman... Il est déjà parti, ça fait un bon bout de temps déjà. Non, mais peu importe, ça n'a pas été fait. Donc il y a la succession de maman et la succession de papa. Donc il faut que les héritiers vous mettiez d'accord sur le choix d'un notaire et que vous alliez trouver le notaire pour qu'on puisse liquider la succession.
C'est-à-dire, en quelque sorte, partager ce qu'il y a, payer les dettes s'il y en a, partager ce qu'il y a. Oui, comme ça fait déjà bientôt 3 ans qu'on ne paye rien jusqu'à aujourd'hui, je voudrais savoir si le droit... Oui, mais moi, je ne vous conseille pas de laisser les choses en l'état, parce qu'un jour, si vous voulez, le fisc, c'est-à-dire les impôts, ils vont vous tomber dessus. Ils vont vous réclamer des taxes, et s'il y a des arriérés, ils vont vous réclamer l'arriéré. Vous savez, c'est mieux de mettre les choses en ordre. Il faut voir un notaire. Il faut voir un notaire, évidemment. Là, ce n'est pas un avocat, il faut voir un notaire pour régulariser la succession de vos parents, de vos 2 parents. D'accord. Bien sûr, le mieux, c'est de le faire avec tout le monde, avec les frères et sœurs. Et si jamais les autres ne sont pas, alors, d'accord s'ils ne sont pas d'accord, moi je peux faire ça tout seul ou alors non, mais s'ils ne sont pas d'accord, là, s'ils ne sont pas d'accord, le problème, c'est que ça ne sera pas un partage amiable chez un notaire, mais ça va être un partage judiciaire devant un tribunal. D'accord. Voilà. Et si jamais personne ne bouge, plus tard, ça va être à l'État. Écoutez, vous pouvez prendre le risque, mais moi j'ai toujours tendance à dire que ce genre de choses, si vous laissez pourrir la situation, après, là vous êtes les enfants, après il y aura les petits-enfants. Donc ça risque d'être une espèce de guerre de succession. C'est jamais bon. Si vous vous entendez assez bien avec vos frères et sœurs, il vaut mieux tenter de crever l'abcès, de mettre sur la table, de dire bon, toi tu es intéressé, moi je suis pas intéressé, je veux en valeur, je ne prendrai pas de terrain, etc. Vous voyez. Mais il faut voir vraiment un notaire, il va vous apporter des conseils, notamment sur le plan fiscal, pour ne pas payer trop d'impôts. D'accord. Ok, maître, je vous remercie. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous. Merci. Merci. 02 62 566 566, c'est votre numéro, c'est votre émission, c'est les experts en compagnie de Maître Morel. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est Maître Morel? Oui, tout à fait. Bon, mais vous déposez une question à Maître Morel, là. Oui. Vous n'avez pas le choix. Combien d'années de mariage il faudrait pour avoir droit à la révélation de retraite, s'il vous plaît? C'est-à-dire combien d'années de mariage il faut pour avoir droit à une pension de réversion? Oui, si par exemple vous mariez avec une femme pendant 2 ans ou 3 ans, ou bien il faut 10 ans, 15 ans. Alors ça, je ne peux pas vous répondre parce que chaque régime a un règlement spécifique. Par exemple, si vous voulez les fonctionnaires, il y a une durée particulière. Et parfois il y a des conditions. D'ailleurs, même quand on est divorcé, on a droit à une pension de réversion. Si on a été marié au moins tant d'années. Mais si vous voulez, régime de fonction publique, et même les régimes privés, puisqu'il y a également des pensions de réversion dans les régimes privés, il faut vous renseigner. Vous étiez retraité de quoi? Votre épouse et vous-même? Votre épouse, elle travaillait dans quoi? Regardez ces caméras parce que celle-ci ne fonctionne plus, je crois. Voilà, mais regardez celle-ci, ce sera mieux. Voilà. Elle fonctionnait. Votre dame, elle était dans quoi, monsieur? Pardon? Dans quoi travaillait madame? Non, justement, madame ne travaille pas, justement. Et moi, mais il voudrait connaître, si par exemple, il marie avec elle, là, comment elle est morte, si elle est dans mais vous travaillez dans quoi, monsieur? Pardon? Où? Dans quoi vous travaillez? Dans quoi vous bossez? Non, mais moi, je suis retraité. Oui, mais d'accord, mais avant d'être... Justement, vous avez bien travaillé un jour. Oui, vous êtes retraité aujourd'hui, mais dans quoi vous avez travaillé? Quel était votre métier avant, monsieur? Votre métier, c'était quoi? Mon métier? Oui. C'est artisan bâtiment. D'accord, mais il faut voir avec votre caisse de retraite artisan bâtiment qui va vous donner le règlement spécifique pour les artisans. Ah bon, d'accord. D'accord. Mais là, je ne peux pas vous répondre. Je voudrais connaître combien de temps de mariage il faudrait, parce que moi, elle est divorcée. Je comprends la question. On a une copine, et il voudrait marier avec elle, et si elle aura droit à la reconversion. Mais écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonheur, mais pour la question précise, il faut voir votre caisse de retraite qui va vous dire, voilà, la caisse de retraite des artisans, voilà quel est le règlement. Mais ça, moi, je ne connais pas tout par cœur, vous voyez. Bon, merci, monsieur. C'est votre caisse de retraite qui va vous renseigner, monsieur. Allez-y. Allez, au revoir et merci, monsieur. Bonne Merci, soirée. au revoir. Bonne bourre. Allez, on continue. 62 566 566, ça y est, je relis. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir, Maître Morel. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, moi c'est Fred. Voilà, je vous appelle parce que il y a un de mes connaissances. Il a eu un procès. Mais comme c'est un procès de vente de terrain, mais comme le vendeur il n'était pas d'accord, ça s'est passé en cassation après.
Mais lui, l'acheteur, il a eu raison. Mais moi, je l'ai aidé financièrement pour payer l'avocat, pour payer l'huissier. Le dernier somme que l'huissier a demandé, c'était de 3 000 €. Moi, je l'ai financé. Jusqu'à maintenant, je voulais savoir combien de temps ce monsieur il a droit à ses dus, quoi. Parce qu'il a près de 100 et quelques mille € à gagner. Et ça fait, depuis le 29 janvier, il a soldé tout. Jusqu'à maintenant, il court derrière l'huissier pour avoir ses sous. Je voulais savoir combien de temps ça va prendre, s'il vous plaît. Alors, j'essaie de reprendre, madame, pour bien comprendre. Vous avez un ami qui a gagné un procès, c'est-à-dire il a obtenu du tribunal une somme d'environ 100 000 €, c'est ça? Oui. Bon. Et comme il n'avait pas d'argent, vous l'avez aidé à payer l'huissier, l'avocat, etc. Voilà. D'accord. J'espère que vous avez confiance en lui. J'ai confiance en lui parce qu'il m'a laissé un chèque de caution. D'accord. Pour garantir c'est sa bonne foi. Voilà, très bien, c'est déjà un bon point. À partir de là, si vous voulez, un jugement, il faut l'exécuter. Est-ce que la personne qui a été condamnée à payer, est-ce qu'elle est solvable? Le personne qui a perdu. Oui, parce qu'il a vendu son terrain pour pouvoir payer cette personne. Bon, alors, si l'argent était disponible, est-ce que vous êtes sûr que l'huissier a déjà récupéré l'argent? Mais justement, jusqu'à maintenant, le dernier versement, il a fait le 29 janvier. Oui. Jusqu'à maintenant, l'huissier dit attends lundi, attends mardi, attends mercredi. Madame, moi, ce que je vous conseille, est-ce que vous avez un avocat, vous m'avez expliqué. Enfin, votre ami, il a un avocat. Oui. Donc, ne cherchez pas à contacter l'huissier directement. Voyez votre avocat, enfin, en tout cas, l'avocat de votre ami. Hein, et c'est l'avocat de votre ami qui va interroger l'huissier sur la position des fonds. Et lui demander, mon cher maître, êtes-vous déjà en possession des fonds? Et l'huissier va lui répondre. Les avocats, les huissiers, ils se parlent en s'écrivant. Ils ne se parlent pas, en fait, ils s'écrivent. Et il va vous dire, les fonds seront disponibles à telle date. Ou alors, il y a un problème. Je ne sais pas, moi, les impôts qui ont réclamé une partie des fonds pour eux. Hein. Il peut y avoir un problème. Mais ne vous inquiétez pas, l'argent est là, et il ne va pas se volatiliser. Oui, hein, on est sur des délais raisonnables. Vous voyez, je dis peut-être l'argent caisse de dépôt. Non, alors on est sur des délais raisonnables. Fin janvier, on est début mars. Ça fait un bon mois. C'est pas scandaleux. Vous m'auriez dit ça fait un an, je vous aurais dit, là il faut quand même commencer à hausser le ton. Là, il ne faut pas s'agiter, il ne faut pas se mettre en colère. Il faut se rapprocher de votre avocat qui va faire un courrier. D'accord, maître, on est parti voir l'avocat, il a dit comme ça, il a mis tout le dossier dans la main de l'huissier, juge judiciaire. Oui, mais si vous dites à votre avocat que vous avez appris que les sommes ont été récupérées par l'huissier, l'avocat il va faire un nouveau courrier. Parce qu'apparemment, c'est ce que vous me dites. Oui, là aussi, entre-temps, le procès a été fait, mais le vendeur, entre-temps, il est décédé. Moi, je dis peut-être la cause c'est de cela. Peut-être. Le vendeur est décédé entre-temps, mais le procès était déjà engagé. Peut-être, mais à mon avis, s'il y a déjà un jugement qui est rendu et le gars est mort, mais il est mort après qu'il ait perdu son procès, la somme reste due. Il n'y aura pas de souci. À mon avis, non, puisque vous me dites qu'au moment où il y a eu le procès, il était encore vivant. Voilà, et le procès s'est terminé, il a eu le temps de perdre avant le pauvre de mourir. Voilà, oui, c'est ce qu'il a fait, oui. Donc il faut voir votre avocat qui va écrire à l'huissier pour lui demander où sont les fonds et est-ce qu'on peut être payé rapidement. Mais vous savez, ça prend toujours un petit peu de temps. 6 mois, 7 mois normalement? Non, moi je dirais il faut peut-être 2 mois, donc il y a un mois qui est passé. Si fin mars, début avril, vous n'êtes pas payé, là il y a un problème. Voilà, d'accord. Mais comme je vous dis, demandez à votre avocat d'écrire parce que l'huissier, il n'a pas intérêt à garder les fonds longtemps et l'avocat non plus. D'accord, mais oui, ce qui est embêtant, parce que lui, l'huissier a dit comme ça, on règle le dernier somme de 3 000 €, et bien tout ça va débloquer. Et c'est ça, nous, on s'est inquiété pour ça aussi. Parce que nous, moi, de mon côté, je me suis serré la ceinture pour aider ce monsieur. Bien sûr. Et là, bien sûr, là, vous avez hâte de récupérer votre argent, c'est normal. Ah oui. Bien sûr. C'est ça. Hein? Et là, le problème, quand il a dit ça, moi, je dis, bon, pour avoir les sous, je serre ma ceinture pour pouvoir l'aider. Bien sûr. Et là, je vais attendre 2 à 3 mois, comme vous dites, maître. Voilà. Voyez votre avocat, demandez à l'avocat de faire une lettre à l'huissier, au besoin d'appeler, passer un coup de fil à l'huissier. D'accord. Merci, maître. Voilà, je vous en prie, madame. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Comme ça.
Bonne soirée, ouais. Bonne soirée, merci. On n'oublie pas une chose, hein, donc ils se parlent en écrivant. Hein. C'est très très important entre les comme ça. Et les avocats, hein, c'est ça. C'est comme ça. Les avocats entre eux et les avocats les huissiers, ils se parlent en s'écrivant. Très bien. Alors je voulais juste vous dire une chose, ça y est, la caméra fonctionne, tout fonctionne bien en régie, ça va appuyer sur les boutons pour pouvoir changer les plans, c'est extraordinaire. Eh bien, on va pouvoir continuer encore cette émission avec grand plaisir et grande qualité comme il se doit grâce aux réponses de Jean-Jacques Morel, et également aussi vos questions. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, monsieur. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur l'animateur. Et bonsoir aussi, maître Jean-Jacques Morel. Je voudrais vous interpeller sur des faits qui se sont produits, dans le contexte réunionnais actuellement concernant la grève de l'essence. Oui. Parce que personne n'en parle. Tout le monde crie, mais personne n'en parle. Mais alors, ce que je voudrais demander à monsieur maître Jean-Jacques Morel, pour éclaircir les lanternes de Réunionnais, parce que j'ai bien entendu sur les ondes des radios réunionnaises, pourquoi le préfet n'intervient pas au sujet de la grève à la SRPP. Après, comme j'ai bien compris, c'est pas une grève sur les manifestations des routes, si on bouche les routes, on empêche les gens de circuler. C'est une chose, c'est sur la voie publique. Mais si c'est une question interne, est-ce que maître Jean-Jacques Morel peut répondre pour quelle raison le préfet n'est pas intervenu? Ça, c'est un défi, ça, qu'on vous donne. Mais monsieur, bien sûr que je peux vous répondre, mais vous avez déjà, dans la formulation de votre question, un peu trouvé la réponse. Mais bien sûr. C'est que s'il y a quelqu'un qui va boucher la route, hélas, parfois, hélas, à La Réunion, ça arrive trop souvent. On bouche la route. Là, c'est la responsabilité de l'État et le préfet, c'est celui qui représente l'État. Et le préfet, il a pour devoir d'assurer la libre circulation des marchandises et des gens. Et donc, si vous faites un barrage de route, d'abord, c'est un délit pénal. Donc, ils vont vous dire gentiment de déguerpir. Et autrement, on peut vous faire déguerpir par la force. Et en plus, vous mettre un procès verbal, constater que vous êtes là et vous faire passer en correctionnel. Mais ça, c'est de la responsabilité de l'État parce qu'on est sur le domaine public, comme vous l'indiquiez si justement. À la SRPP, c'est pas pareil. On est dans des murs privés, dans des installations privées, dans des rapports de droit du travail entre un patron et les salariés. Et le préfet, lui, il n'a pas son mot à dire. D'ailleurs, le préfet de La Réunion, Saurin, l'a indiqué. Il ne peut pas s'immiscer dans des rapports privés entre un patron et un salarié. Même si ça empoisonne des centaines de milliers de Réunionnais, ce qui a été le cas, puisqu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert pendant cette grève. Et d'ailleurs, le préfet, il a essayé d'intervenir, il est intervenu à titre de médiateur, puisqu'il a demandé notamment à ce que la direction de cette société pétrolière, qui était apparemment inflexible, elle délègue à la direction locale la possibilité de négocier et de trouver une porte de sortie. C'est ce qui s'est passé. Je crois que les grévistes demandaient à peu près 4 000 €. Ils ont eu 2 200. Et au début, il y avait vraiment un blocage. Mais le préfet ne peut pas imposer. Vous voyez, le préfet ne peut pas imposer à un particulier de donner un avantage à un salarié, parce que finalement, ce n'est pas l'argent de l'État. L'employeur qui va donner, ça vient de son argent, de l'argent des actionnaires. Donc là, je peux très clairement vous répondre que oui, le préfet intervient dans un barrage de route, mais il ne peut pas intervenir dans une grève privée dès lors que ça ne concerne pas la collectivité. Allô, maître. Voilà. Pour que je vous ai posé la question aujourd'hui sur le plateau, pour que les Réunionnais soient clairs de leur esprit que le préfet n'est pas intervenu au niveau de la SRPP, au niveau du conflit qui concernait la SRPP avec leurs employés, qui se trouvent dans le site de la SRPP. Voilà, c'est ça. Sur la voie publique. Exactement. Les employés de la SRPP, ils auraient barré la route, par exemple. Les choses qui se passent entre les patrons avec les employés, vous avez compris. Concernent le patron et les entreprises. Vous avez tout compris, monsieur. Pour que les choses soient claires,
pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Exactement. Pourquoi on ne fait pas les choses, on va pas à la débauche, si vous voulez bien. J'ai pas compris là. Pour qu'il n'y a pas de conflit entre les uns et les autres. Voilà, si vous voulez, c'est tout à fait... c'est exactement ça. Tant qu'ils ne s'empiètent pas sur la voie publique. Voilà. Si vous voulez, en droit, tout est bien réglé. Ils sont bien dans leur droit. Voilà, il y a un proverbe qui dit « chacun chez soi et les vaches sont bien gardées ». Bien sûr. Le préfet, il est chez lui, sur le domaine public. C'est-à-dire que le préfet, lui, s'occupe... Il s'occupe... Pour que ce soit bien clair entre la loi et les droits de chacun soient respectés. C'est ce que je vous dis. Le préfet, il s'occupe du domaine public. Il ne peut pas interférer dans des rapports privés. Bien sûr. Voilà. Quoi qu'il a quand même bien soutenu quand même le fait en arrivant que si vous voulez, c'était un problème privé et que parce que si ça vous touchait voulez, toute la Réunion. Quand vous êtes un fonctionnaire de l'État, vous essayez de mettre de l'huile dans les rouages. Oui. Mais vous ne pouvez pas imposer. On ne peut pas. Hein? Par contre, quand la route est barrée... Vous savez pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame entre le domaine public et privé. Pour que les gens puissent bien comprendre ce qui est dans les droits communs. Chacun a ses droits, les lois, les respects et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Enfin bon, comme... Je vous remercie, maître. Excusez-moi, voilà. Il y a des gens peut-être qui ont... Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais comme le journaliste l'indiquait, le préfet, il n'a pas imposé... Je m'excuse. Non, mais il n'y a pas de souci. Pour que demain matin, tout soit clair... C'est le cas, là, je crois. Hein. C'est bon, je pense que c'est clair. Oui, je crois que c'est clair. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie. Excusez-moi d'avoir pris sur votre temps. Non, pas du tout, pas de problème. Merci beaucoup, monsieur. Et merci pour votre émission. Merci beaucoup. On continue toujours dans l'émission Les Experts et puis on touche un petit peu tous les sujets à la fois, c'est très bien. Eh bien, écoutez, on vous écoute. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. J'ai déposé un préavis de quitter une maison. Oui. Mais on a fait tout le bon travail dedans. On rebousse le bon tour, on repeint tout. Et là, la personne pour la caution de ce contrat marqué tout OK pour l'état des lieux. Et 2 semaines plus tard, il appelle moi et dit l'état des lieux n'est pas bon. Il ne veut pas rendre la caution ni l'argent à la carte. Ah. Alors, est-ce que vous avez fait un constat des lieux, un constat de départ des lieux contradictoire avec lui? Vous avez marqué que c'est un bon état. Oui, il y a écrit tout. Est-ce que le constat, toutes les croix sont bien mises, comme quoi l'appartement est en bon état? Oui, il a écrit tout OK, rien à signaler. Bon, alors si c'est RAS, vous lui faites un courrier recommandé, monsieur. En lui joignant une copie du constat, en lui disant, on est d'accord, c'était bien RAS, rien à signaler, tout était OK. Je vous mets en demeure de me rendre mon dépôt de garantie. Ça s'appelle comme ça, une caution, hein, ma caution. Hein, autrement, je vous fais un procès. Sachez quand même que la loi lui donne un délai de 2 mois pour vous restituer ce dépôt de garantie. Délai qui est maintenant réduit en principe à 1 mois. Enfin bon, si vraiment au bout de 2 mois il ne vous a pas restitué, là il faut vraiment aller voir un avocat et lui faire un procès. Hein, mais dans un premier temps, faites-lui simplement une lettre recommandée. Parce que si le constat, le marqué rien à signaler. Mais bien sûr, mais vous êtes de votre bon droit. C'est tout à fait. Il rappelle le marché du travail. C'est tout à fait anormal, surtout si vous avez été chic quand même en remettant l'appartement en état qui apparemment était quand même pas terrible au départ. Donc une lettre recommandée. OK. Voilà. OK. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. En fait, Maître Morel, quand on a un problème ou qu'on a envie de se faire entendre par la personne, c'est le recommander. Et oui, parce que si vous allez saisir un tribunal, d'abord, souvent, c'est compliqué, ça coûte cher directement. On va dire, monsieur, vous venez devant un tribunal, vous n'avez même pas pris la peine de lui demander à votre adversaire s'il était d'accord. Alors vous allez dire, si, je n'ai pas arrêté de lui passer des coups de fil. Oui. On va vous dire, mais rapportez-moi la preuve que vous l'avez appelé. Qu'est-ce qu'il vous a dit surtout? Parce qu'à la limite, sur le listing de votre... Oui, on voit le numéro de téléphone. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Oui, c'est ça. Voilà. Hein, et vous allez avoir l'air bête si une fois devant le tribunal, votre défendeur dit, mais moi j'étais d'accord. Hein, et je demande qu'il soit condamné pour procédure abusive. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est très important. Alors, on parle des recommandés, mais est-ce que des mails... Les mails font foi aussi. Mais maintenant, c'est admis. C'est admis. Moi, j'aurais tendance à dire que le recommandé, c'est un peu plus primitif comme méthode, hein, c'est un peu plus traditionnel, et c'est un peu plus carré. Mais l'usage, les tribunaux admettent les mails. Parce qu'en principe, on voit d'où c'est envoyé, etc. Mais est-ce que c'est considéré comme une lettre recommandée? Quasiment.
Mais moi, quand on a un problème, je conseille de faire les deux, un mail, parce que tout le monde n'a pas de mail aussi. Hein. D'accord. Il y a des gens qui n'ont pas de mail. Moi, je conseille de faire le mail, de faire le recommandé. Ça coûte quelques euros. En recommandé, ça coûte pas cher. Et c'est quand même une preuve très sûre. D'accord. Alors. Et le mail, il peut toujours aussi dire que, bon, il l'a pas reçu, vous voyez, il peut toujours aussi le jouer. Ben voilà, oui. Bon. Alors, c'est vrai que si, là, en principe, on lit ses mails, bon, plus ou moins, hein, mais le recommandé, c'est vraiment quelque chose de plus carré, je dirais. Mais par contre, le SMS, non. Le SMS, le problème, c'est que si vous allez pouvoir toujours, s'il vous répond, oui, vous allez pouvoir aller chez un huissier, faire constater que tel numéro vous a envoyé un SMS. Mais s'il ne vous répond pas, et voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, on va donc privilégier moi, je pense, la lettre recommandée. Bon, vous pouvez faire le mail aussi, hein, mail c'est gratuit, ça mange pas de pain comme on dit. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. En plus de la lettre, voilà. Au standard, y a-t-il du monde? Eh bien, écoutez, on vous écoute. Bonsoir. 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 Votre question, s'il vous plaît, à Maître Morel. Alors, j'avais une petite question. Je voulais savoir, pour bénéficier du préavis de 1 mois, est-ce que le RSA activité était un des motifs? Alors, écoutez, j'ai pas en tête des textes. Vous voulez dire un préavis de départ, que vous voulez quitter un appartement? Voilà. Voilà, je crois qu'effectivement, il existe un certain nombre de cas prévus par la loi. La perte d'emploi, hein, qui permet de réduire de 3 mois à 1 mois le préavis. Et également, je pense que vous êtes au RSA, vous devez bénéficier de ce préavis raccourci. Mais je vous dis franchement, il faudrait vérifier. À la limite, si vous avez un ordinateur chez vous, vous tapez sur Internet, préavis raccourci, RSA pour l'interrogation. Vous allez trouver tout de suite. D'accord. Voilà. Et je pense que oui. Et dans le cas où, quand j'envoie le préavis, j'ai toujours pas de réponse, comment ça se passe? C'est pas grave, qu'il arrive le jour venu. Hein, voilà. Quelques jours avant, si possible, vous le convoquez pour l'état des lieux. D'accord? Et vous lui faites, s'il ne vous répond pas, un recommandé. Hein? Si vraiment il ne retire pas le recommandé, écoutez, vous prenez peut-être quelques photos de l'appartement par précaution. Après, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez. Hein? D'accord. Qu'est-ce que je vais vous dire? Vos clics et vos claques, signé Jean-Jacques Morel. Je note, toujours, c'est important. Vous n'allez pas rester dans un appartement que vous voulez quitter si le propriétaire il fait la sourde oreille. Hein? Parce que j'ai déjà envoyé un préavis de 1 mois qu'elle a récupéré, mais qu'elle ne m'a pas donné de réponse. Et par la suite, par doute, j'ai envoyé un préavis de 3 mois, mais qu'elle n'a toujours pas récupéré en fait. Ah d'accord, vous avez donné 2 préavis alors, 1 mois d'abord et 3 mois après. Oui. Voilà, le propriétaire, il n'aura aucune excuse alors. Hein. Et il ne répond pas à vos courriers finalement? Non, du tout. Bon, écoutez, moi je vous conseille de prendre quelques photos de l'appartement, parce que faire un constat de huissier, ça va coûter cher. Prenez quelques photos et vous lui renvoyez les clés par la poste en recommandé. Il n'y a pas d'agence? Non, c'est un particulier. Vous lui renvoyez, faites un petit colis, vous lui renvoyez ses clés en recommandé par la poste, en lui disant, puisque monsieur ne daigne pas répondre à vos courriers, vous lui renvoyez ses clés et à partir de telle date, vous n'êtes plus là. Est-ce qu'il répond à vos loyers par contre? Ah bien sûr. Il les encaisse. il répond au loyer par contre. Oui, c'est intéressant quand même. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a pu vous orienter. Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir téléphoné, madame. Merci beaucoup à vous. Très très bonne soirée, merci. Quand on veut partir en effet avec 1 mois, c'est 3 mois, ça c'est normal, mais 1 mois, c'est dans quelques situations. Là, il y a quelques situations. L'esprit, c'est quoi? C'est de dire, si vous voulez, un salarié qui est licencié ou qui est muté à l'autre bout de la France, qui puisse donner un préavis raccourci. Donc il y a quelques cas de figure qui se rapprochent un peu de la force majeure. L'idée étant de dire, dans ce cas-là, vous êtes en droit de prévenir avec moins de temps, même si c'est un peu gênant pour le propriétaire. Voilà l'esprit de la loi. Ok, très bien. On continue au standard, il nous reste encore 7 minutes. Écoutez, on va continuer. Bonsoir, on vous écoute. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, s'il vous plaît. Oui. Comme ma maman a eu un accident, je suis à la route alors. Comme il était roulé sur la route normalement, comme une voiture a percuté. Comme la voiture, le monsieur ne veut pas avoir tort, alors comme on a fait faire les papiers devant l'assurance, et comme maman, c'était la première fois qu'il arrive à remplir un papier de l'assurance alors. Et comme il a rempli le papier, la police est venue tout, et a dit c'est un truc, il n'y a pas de blessés, s'il n'y a pas de blessés, il faut faire avec des papiers d'assurance, et à l'amiable alors.
Mais après, on a rempli le papier et comme là, le monsieur et ma maman a rempli le papier et il a coché des cases alors, et que les deux l'ont coché la même case. Et là, c'est un truc que je comprends pas parce que l'assurance, il me dit qu'il faut aller voir le monsieur. Et là, on va partir voir le monsieur. Le monsieur dit, je suis déjà marqué tous les renseignements sur le papier de constat et laisse l'expertise passer. Et l'assurance, il me dit, faut voir le monsieur, faut que le monsieur coche la case parce que c'est pas sur une deux voies et il a fait l'accident sur une route normale à sens unique, il n'a pas le sens unique, deux voies, alors un qui montait et un qui descendait. Alors, monsieur, si j'ai bien compris la question, c'est que vous avez fait un constat amiable parce qu'il n'y avait pas de blessés. Oui, il n'y avait pas de blessés. Et le problème, c'est que vous avez coché des cases qui sont contradictoires. Hein? On a coché les cases. Bon. Donc le problème, c'est que vous êtes en présence de deux constats qui ont la même valeur, mais un dit noir, l'autre dit blanc. Donc ça pose problème. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être, vous avez le contact de ce conducteur adverse? Oui, on a déjà parlé. Vous avez été le voir? Oui. Est-ce qu'il accepte de corriger en fonction de la réalité? Il ne veut pas, il a en chef brabouillé sur... Alors, est-ce qu'il y a des témoins à l'accident? Il y avait une voiture de l'Assise. Il y avait une voiture de l'Assise. De l'Assise. Mais est-ce que vous avez... Il n'a pas arrêté. Ah voilà. Donc est-ce qu'il n'y a pas l'Assise? Est-ce qu'il y a des témoins? Il y avait des gens qui passaient. Oui, non, mais quand je dis il y a des témoins, je me suis mal exprimé. Est-ce que vous avez pris l'identité d'un témoin? Non. Bon, alors donc il n'y a pas de témoin. S'il y a des témoins que vous ne connaissez pas, c'est comme s'il n'y a pas de témoin. Donc là, c'est problématique parce que le monsieur est de mauvaise foi. Vous ne pouvez pas lui prouver, par exemple, par la production de témoignages, que votre maman a la raison. Donc moi, je crains fort que l'assureur, dans un cas comme ça, là, quand il ne sait pas ce qui s'est passé, c'est à tort partagé. C'est-à-dire que chaque assureur prend la moitié à sa charge. Et le risque, c'est que il y a un malus de chaque côté. Et comme on a déjà parti voir l'entreprise de l'Assise pour savoir si... Oui, mais comment voulez-vous que l'Assise se rappelle qui était là? Ils ont je ne sais pas combien d'autos, je ne sais pas combien de personnel. Ça s'est passé sur un axe sûrement où il y a plein de voitures qui passent. Comment voulez-vous que l'Assise puisse vous dire c'est monsieur un tel qui était là tel jour à telle heure? C'est pas possible, monsieur. Donc là, vous êtes dans une difficulté. Soit votre assureur, il accepte de faire une petite enquête, de voir où ça s'est passé. Mais votre maman était tout seule dans la voiture? Non, avec qui? Moi et ma soeur dans la voiture. Alors, donc vous êtes témoin. Pourquoi vous produisez pas, votre soeur, vous-même, un témoignage pour votre maman? D'accord? En disant c'est faux de dire que ça s'est passé sur une 4 voies, je prends un exemple, mais ça s'est passé sur une voie à sens unique, à telle adresse, et vous envoyez ce petit dossier avec tous les témoignages. Le conducteur, c'est votre maman, mais vous, parce que vous êtes passager, vous êtes de la famille, il faut le mentionner, mais vous êtes des témoins quand même. Moi, je pensais que votre maman était seule, je n'ai pas saisi. Non, elle n'était pas seule, j'avais moi et ma soeur dans la voiture. Donc il y a des témoins, les témoins, c'est vous. Alors c'est vrai qu'il faudra signaler que vous êtes des témoins ayant un lien de parenté avec le conducteur, mais vous pouvez le signaler. Parce que si vous êtes 3 à dire la même chose et que le conducteur adverse il est tout seul, à mon avis, l'assureur il va prendre en compte ce que vous dites. D'accord, parce que les policiers aussi étaient là. Alors les policiers, si vous me dites qu'ils n'ont rien fait, c'est pareil, c'est un peu comme l'Assise. Comment vous allez les retrouver? Il a marqué le numéro de la voiture de la personne et la voiture de ma maman. C'est ça. Oui, mais le policier, sauf si vous connaissez son nom, comment vous allez le retrouver? Non, on peut le retrouver parce que... Écoutez, je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des témoins identifiables? Vous me dites il n'y a personne, et là vous me dites si, il y a vous, il y a votre soeur, il y a le policier, c'est formidable. Non, mais j'étais caractérisé les gens s'il n'y a pas vu. Non, il y avait des policiers, on venait sur place parce que écoutez, je vous ai donné la réponse, monsieur. Vous, votre soeur et le policier, vous faites un témoignage, vous envoyez à l'assureur. D'accord. Voilà. Merci alors. Merci. Vous étiez la dernière personne. Bonne soirée. Vous étiez la dernière personne, en effet, pour dire question. Il nous reste encore une petite minute. Juste une chose. J'ai jamais
rempli un constat et voilà, je peux, comme cette dame à la rigueur, ça a été toute seule. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Parce que c'est vrai que l'autre personne qui est un petit peu avisée peut également peut-être pousser à la faute par rapport à un constat. On peut plus revenir dessus. Si c'est une personne âgée, par exemple, ou quelqu'un qui ne sait pas trop lire et écrire, le conseil, c'est téléphoner à quelqu'un de la famille qui est plus jeune et qui est plus instruit, qui sait bien remplir. Parce que c'est vrai que c'est pas très facile à remplir. Faut être très. Il est vrai. Il y a un petit croquis, il y a des cases, il y a un cocher. Bon dessin, c'est clair. Donc il faut, vaut mieux prendre quelqu'un d'un petit peu à l'aise. D'accord. Donc quand on a un accident comme ça, même si c'est pas très grave, on est toujours un petit peu choqué. Donc c'est mieux de faire appel à un ami ou à quelqu'un de la famille. Donc si vous avez un doute, vous téléphonez à un proche qui saura peut-être vous orienter également et qui aura plus de recul. C'était notre dernière émission, puis également aussi pour moi, puisque je vais partir pendant quelques mois. Vous aurez le plaisir de retrouver la semaine prochaine la belle, la ravissante de chic et de choqué, de charme. Ça sera la belle Johanna. Voilà. Eh bien, écoutez, Maître Morel, merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir de se bientôt. retrouver. Et puis, bien sûr, continuez à être fidèle à Télé Créole ainsi qu'à votre émission préférée, Les Experts. Sur ce, très bonne soirée.